On va commencer si vous voulez bien. Alors bonjour et merci vraiment d'être venus si nombreux aujourd'hui. C'est un plaisir vraiment pour moi d'accueillir les ETC, qui me paraît un groupe vraiment important à écouter. Alors je voulais juste vous dire que cette première conférence inaugure un mini-cycle sur l'alter-architecture, donc sur des démarches des jeunes groupes d'architectes avec des démarches innovantes. Aujourd'hui, justement, on accueille une première conférence ETC, et plus particulièrement Anthony et Julien, qui habitent maintenant Marseille, qui sont situés maintenant à Marseille depuis 2014, mais ETC est un collectif qui s'est formé à Strasbourg, s'est formé à l'INSA, donc ils vont raconter un peu aussi leur cheminement. En 2009-2010, donc ils ont déjà un certain bagage. Et j'ajoute aussi qu'en 2012, ils ont été nommés, ils ont eu le prix de l'urbanisme, c'est ça? Le palmarès des jeunes urbanistes. Voilà, le palmarès des jeunes urbanistes. Voilà, je ne vais pas plus loin, je vais leur laisser la parole, je les remercie encore, et voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi c'est Julien. Et moi Anthony. On va être bien tous les deux là. Merci d'être venus aussi nombreux, c'est vrai qu'il y a foule là. Donc Barbara nous a demandé d'axer un peu la présentation sur qu'est-ce qui avait fait que nous on était sortis de l'école et qu'on avait pris cette direction, et ensuite de comprendre un peu comment ça s'est structuré petit à petit et comment on était arrivé un peu à construire cette démarche un peu alternative entre guillemets, bien que quand même dans la pratique. Voilà, donc on va remonter un peu loin jusqu'au 2010 où on est sorti de l'école, 2009 même pour certains. Et donc désolé pour ceux qui ont déjà vu un peu les débuts, mais on va reprendre. On va essayer aussi un peu de s'autocritiquer quand même pour aussi montrer qu'il y a des choses qui peuvent encore évoluer dans cette direction. Et donc. Ok. Donc le collectif, c'est une association, parce que collectif, ça n'a pas de statut vraiment juridique, on met un peu tout ce qu'on veut dedans. On est donc à la base un groupe de potes de l'INSA. Là, il y a beaucoup de monde, c'est parce qu'on aime bien dire qu'on est un peu un collectif ouvert. Après, petit à petit, ça s'est quand même recentré sur un noyau dur. Et donc voilà, aujourd'hui, on est 8 salariés. On est basé à Marseille, mais on continue de travailler un peu partout en France. Et on a 3 services civiques aussi avec nous. Ouais. C'est important de le préciser parce qu'il y a un exercice justement de transmission aussi. Voilà. Vas-y. Donc ça, c'est vraiment le début du collectif. On était encore à l'école et puis on faisait des petits machins ensemble. On savait pas trop ce que ça voulait dire. Et donc là, c'était l'instant T. On a investi une passerelle et on proposait aux gens de fabriquer des tabourets en carton, et on les invitait à boire un thé avec nous. Et on parle de ça parce que, en fait, c'est important de voir d'où on vient. On part de cette forme très simple, très conviviale, en fait, d'investir l'espace public ensemble, et de proposer aux habitants de venir participer à ce qu'on faisait. Donc c'était vraiment cette image très simple de potes qui sont à l'école ensemble et qui décident pendant leurs études de sortir hors de l'école pour faire des choses ensemble, parce qu'il y avait, comme beaucoup de gens, une énergie qu'on voulait développer dans autre chose que des rendus un peu fictifs pour les projets à l'école. Ouais, donc c'était très très informel, il n'y avait pas de théorisation, pas de pratique derrière, d'objectifs, de se dire il faut qu'on fasse de la participation ou je sais pas quoi, faut qu'on fasse on a juste envie de se retrouver entre potes, et de boire des coups et de faire des trucs. Donc on allait faire des trucs dans la rue, on avait piqué du carton à l'école et voilà. Ensuite, après ces petits projets sympas qu'on faisait à l'école, comme tous les étudiants en architecture,
on a dû passer par la case agence et HMO. Donc là, c'est une image du film de Jacques Tati. Je ne sais pas si ça représente grand-chose, mais c'est juste que on voit ça un peu comme une parenthèse entre les projets qu'on faisait à l'école, dans le collectif, et ensuite la suite. Mais il y a eu cette période de 6 mois, pour certains 2 ans, en agence d'architecture, à travailler sur d'autres sujets. Voilà la question, de savoir aussi qu'est-ce que ça nous a apporté. Voir le métier auquel on était tous programmés, quoi. On va quand même tester ce que c'est d'être architecte. Donc on a tous la HMO quasiment. Non, pas moi. Pas toi? Non. Bravo. Et donc on a fait cette petite période-là en agence. Et ce qui nous a un peu maintenu ensemble, c'est qu'entre-temps, il y avait un concours étudiant qui se lançait à Saint-Étienne. Et donc on s'était dit, bon, on va répondre à ce concours-là. Et donc ça, à distance, pendant qu'on était en agence, on a continué, on avait un forum, on avait créé un forum pour le groupe. Donc on avait déjà créé l'association, je crois, en 2010. Exact. Oui, parce qu'on a fait un projet sur le parking de notre ancienne école. Tu te rappelles? Avant ça. Ouais, c'est vieux. Bref, et du coup, ça nous a maintenus un peu ensemble. On continue à réfléchir à ça, à faire de la conception. Et jusqu'à qu'on arrive en juillet. Donc moi, c'était la fin de ma HMO, au chantier qu'on avait prévu. Pendant un mois, on était à Saint-Étienne. On a fait cette espèce de projet qu'on avait imaginé de l'emprise d'un bâtiment sur une friche de Saint-Étienne à côté de la gare. Et donc c'est là où on a un peu testé de manière complètement empirique des manières de faire, de rencontrer les gens, de faire des choses avec eux, d'appeler l'association de tango d'à côté pour leur venir faire un truc, mais complètement pareil, juste pour tester, quoi. J'ai un peu complètement comme ça venait. Et ça nous a bien soudés et confortés dans l'idée qu'il fallait qu'on trouve une autre manière de faire notre métier, ou peut-être faire un autre métier. Ce que tu dis, c'est intéressant, notamment sur le fait qu'on a toujours eu des projets à faire ensemble, même quand on était séparés dans des agences et dans d'autres villes. Et je pense que quand on a essayé un peu faire le bilan de choses qui nous sont arrivées, on a trouvé ça très important en fait d'avoir à chaque fois des projets collectifs du collectif ETC, même sur des périodes où on était occupé à faire d'autres choses. Je pense que c'est ce qui a fait aussi que le groupe a pu traverser la période de HMO et voir d'autres moments, quoi. Les tempêtes. Et donc secrètement, on avait un autre projet en cours, qui est un projet un peu fou, le Détour de France. Et, donc on savait pas trop, mais on disait de partir à vélo pendant un an, aller rencontrer un peu après l'expérience de Saint-Étienne, où on s'était rendu compte donc de cette manière de faire de l'aménagement et de toucher un peu l'architecture sur le bout des doigts. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui le faisaient déjà depuis pas mal d'années, avec des belles expériences, 3RS à Strasbourg, qui faisaient partie des grands chefs. Et on s'était dit, avant qu'on se lance là-dedans, il faut qu'on aille voir ces gens, il faut qu'on essaie de faire des projets avec eux. Et là, on a tous bossé, donc on a le droit à l'aide de l'État qui s'appelle Pôle emploi. Et on peut partir pendant un an, tester des trucs. Alors il y en avait certains qui étaient chauds de partir en réaction un peu à leur expérience d'agence d'architecture, d'autres qui avaient juste envie de prendre des vacances après qu'ils avaient bien aimé leur expérience d'archi, mais qui avaient un peu envie de voir autre chose juste pour faire du vélo. Il y avait il n'y avait pas un objectif précis commun au début, en tout cas, mais juste plein d'envie de partir ensemble en voyage et d'aller rencontrer ces gens-là qui, d'ailleurs, c'était un peu mal défini. Il y avait un peu de tout dans nos rencontres. De bruit du frigo à des agences de design. Enfin, on ne savait pas trop comment cibler le truc encore. Mais on sait que grâce à Saint-Étienne, on était chaud. Et puis après, on s'est donné 2 mois pour préparer le machin. Et on est parti en septembre de Strasbourg pendant un an à 12 sur des vélos, avec un camion derrière avec des outils et nos sacs de couchage. Et voilà. Ouais, non, c'est un projet qui est important pour nous parce que on pense vraiment qu'il a fondé un peu l'identité du groupe, du collectif ETC. C'était quand même pas rien de partager un peu ce rêve collectif, parce que faut utiliser des gros mots quand même pour parler de ce projet. En fait, en le faisant ou en le préparant, on trouvait ça impossible à faire en soi.
On s'est pas levé un matin en se disant on va faire ça et puis c'est réglé, ça va rouler. Et on avait vraiment l'envie collective de partir, découvrir simplement les choses en sortant de l'école, puis la vie un peu d'agence. Et je pense que c'est des choses que beaucoup de gens maintenant ressentent. En fait, nous en France, on a l'habitude de passer notre diplôme et d'enchaîner tout de suite avec une vie professionnelle. Il y a d'autres pays comme l'Australie où après le bac, on part faire un an de tour du monde pour faire la bringue, d'accord, mais je pense qu'on se rapproche aussi, on est une génération qui a envie de découvrir des choses avant de se lancer dans une forme de vie active, ou ce qu'on appelle vie active. Il y avait plein d'objectifs différents, vous voyez. Donc voilà, après on a quelques projets un peu. Donc soit on a été invité par des structures qu'on avait appelées, donc ça c'était avec les Saprofit à Hénin-Beaumont, où ils avaient un projet en cours dans une partie un peu reculée de Hénin-Beaumont, sur un ancien terril, donc les extraits de la mine, donc une grosse montagne de charbon qui avait été coupée en deux pour faire des autoroutes. Et en gros ils avaient dit on fait une fête là-haut. Et donc on a dit bon, bah, nous on est là de telle date à telle date, est-ce que vous êtes d'accord pour nous héberger, pour faire un projet avec vous? Donc ils se sont arrangés pour que ça marche. Ils ont sorti un petit budget pour payer du matériel. Nous on était bénévoles. Hein. Et donc on a fait leur fête, la Ducasse, c'est une fête foraine dans le Nord. On a fait la Ducasse on the Moon, sur la Lune. Je parle bien anglais. Et en gros à chaque fois c'était aussi l'occasion de tester des nouvelles manières de pratiquer. Donc là il y avait une partie chantier où on avait construit cette espèce d'escalier, donc pour amener les gens sur le terril en haut, les petits vieux et puis les enfants, les faire redescendre. Et aussi parallèlement on avait fait un film qui s'appelle Jean de la Lune, vous pouvez voir sur internet. Et donc on avait testé de tourner des scènes chez les habitants en gros d'utiliser le tournage du film comme un événement d'implication des gens dans le projet. Donc on faisait tourner des scènes chez les gens. Et avec ça, ils se rendaient compte qu'il y avait un truc en cours. Au lieu d'envoyer des flyers, quoi, on disait où est-ce qu'on peut faire une scène chez vous du film. Donc ça faisait le petit événement. Il y avait les 3-4 voisins qui regardaient. Et du coup, d'un coup, il y avait 20 personnes qui étaient au courant que le samedi, il y avait une fête sur le terril. Et ils s'étaient impliqués dans le projet, ils venaient voir le film. Et les enfants venaient faire le chantier. Et on a aussi découvert que, en tant qu'architecte, en tout cas pour ce projet, on a trouvé une forme de production, de réalisation qui était autre que la construction pure et dure d'éléments physiques, et de voir qu'on peut exprimer aussi des choses à travers des films, des photos, des dessins, peu importe. Et on a trouvé ça aussi intéressant de le préciser, c'est que il y a eu un long apprentissage et des apprentissages aussi de choses qu'on a appris à l'école. Et à voir qu'il y avait d'autres formes plus souples, plus douces pour proposer des choses sur ces sujets aussi sensibles et humains que comment intégrer les habitants dans le développement de leur ville. À chaque fois, comme dans la ligne rouge des projets, il y a quand même la question de l'aménagement qui est là, toujours en toile de fond, parce que c'est quand même on a été formé à ça et c'est des questions qui nous intéressent. Donc on ne fait pas d'œuvre d'art pure et simple. D'ailleurs, à Saint-Étienne, dans la commande qui nous avait été proposée sur la friche, c'était de faire une œuvre d'art pour occuper le terrain. Et nous, on a dit, en fait, on va faire un aménagement temporaire qui va durer 3-4 ans, parce qu'on trouve ça plus intéressant que de faire une sculpture. Donc à chaque fois qu'il y a un projet, il y a cette chose en ligne de fond qui est ce qu'on a, notre formation, notre métier d'architecte, qu'en fait on revendique quand même par là, même si on s'en éloigne plus ou moins, même si on fait du bricolage et qu'on utilise du bois de palette. Ça c'était à Bruxelles, pendant le Tour de France aussi, pour un festival de jardin. Donc là pareil, ils demandaient des œuvres d'art dans des lieux, dans des friches. Et nous on a répondu avec l'équipe Studio Public, qui sont en lien aussi avec Exist, qui était là à la Metavilla. Et donc eux ils sont belges et à l'époque habitaient en Belgique. Et on fait un travail de fond avec les habitants des immeubles d'à côté pour développer un jardin partagé avec eux. Donc nous, pendant le Tour de France, il y en avait quelques-uns qui étaient allés en explorateur, déjà participer à ce temps long, et ensuite à venir sur un temps fort, à venir aménager le jardin, et aussi faire des pseudo-Jeux Olympiques. On parle de ça aussi, de quelques petits projets qu'on a fait pendant le Tour de France. C'est une façon aussi de vous montrer un peu comment on a travaillé, parce que c'est un peu l'exercice de ce soir. Et donc par exemple,
ça s'est passé de façon assez simple. On était à peu près une douzaine à faire ce Tour de France. On avait à peu près 12 étapes. Et donc, on peut le déduire que chaque personne était un peu responsable de monter une étape de ce Tour de France. Et donc, on a profité du fait qu'on venait de régions très différentes. Et chaque personne du collectif s'occupait à monter en amont ces projets dans les villes qu'on allait passer. Ça a été une façon de se répartir le travail. C'était une façon aussi de s'appuyer sur les connaissances de chaque personne sur un territoire particulier. Et en fait, ça a un peu déroulé naturellement aussi les villes-étapes dans lesquelles on allait aller pendant le Tour de France, parce qu'on allait aussi simplement dormir dans les familles des membres du collectif, en fait. C'est là où on a vu un peu tout le monde, tous les parents. Les cousins. Les cousins. Les petits cousins. Les copains des petits cousins. Ça, c'était à Rennes. Donc, c'était un financement différent. On arrivait par le biais de la politique de la ville. Donc, c'est des financements qui sont plutôt culture, animation, qui sont attribués dans les quartiers, zones urbaines sensibles, avec quartiers en rue. Et donc là, on avait 12 000 euros, je crois, c'était une étape du Tour de France. C'était un peu le plus gros projet qu'on avait pendant le Tour de France. Donc, pour aménager cet espace-là, la place de Prague, de manière un peu temporaire avec les gens, pour leur donner des idées, Et après, on a essayé d'intégrer ça dans le plan d'aménagement en cours. Donc, on avait rencontré les archis les urbanistes qui étaient en train de refaire le truc. Ils n'arrivaient pas trop à comprendre comment raccrocher l'expérience avec leur projet. Et en fait, c'était très... Pendant le Tour de France, on avait des actions très ciblées de 1 semaine ou 2. Donc, c'était un peu compliqué T'arrives, tu viens, tu fais ton projet, tu crées des liens forts avec beaucoup de gens, et ensuite, tu es obligé de partir. Et... tout ça, c'est un peu le gros défaut du Tour de France, quoi. C'est qu'on venait un peu en mode action, et donc il n'y avait pas de soutien derrière, comme avec les Saprofit, par exemple, qui étaient là pour continuer le projet dans le long terme, ou avec le jardin. Donc quand on est juste tout seul faire un projet, ça retombait un peu tout de suite après, comme un soufflet. Et ouais, tu parlais des 12 000 euros. Je pense qu'il faut le savoir, pour les autres projets, les autres étapes du Tour de France, on devait être entre 500 et 3 000 euros de budget pour chaque projet. Parce qu'en fait, et je crois que ça n'a pas encore changé maintenant, mais c'était pour payer le matériel qu'il nous fallait pour construire. Et on était bénévole sur le projet. Donc c'est un ratio qui n'a pas changé, sauf que maintenant on est payé pour le temps qu'on passe dessus. Mais grosso modo, le budget matériel reste à peu près le même, c'est-à-dire entre 500 et 3 000 euros, voire un peu plus en fonction des gros projets. Ça dépend. Mais en tout cas, tout ça pour dire que sur notre activité, en gros, tout l'argent qu'on touche part principalement dans les honoraires. Oui. C'est important de le préciser. En fait, on n'est pas trop comme des architectes qui touchent 10-20% du montant des travaux. En fait, on est aussi constructeur. Donc, on est comme des menuisiers qui vont... en fait, un artisan, il va compter le temps qui va passer dessus à faire son chantier. Donc, au final, la part des matériaux dans l'enveloppe globale chez un artisan, elle est à 30-40%. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'en sort peut-être... Enfin, des fois, on voit des budgets d'honoraires d'archi, et ça nous fait presque pleurer, parce que c'est rien par rapport à des honoraires, par exemple, d'études d'urba ou d'artisans, quoi, en fait. On se dit, putain, c'est chaud pour eux, quoi. Oui, après, quand vous voulez, vous pouvez répondre, hein, parce que nous, vous avez compris, on a fait que 6 mois dans une agence d'architecture. On a aussi des gros préjugés à démonter ce soir, peut-être. Donc ça, c'est les gens qu'on a rencontrés pendant le tour. Vous voyez, il y a des designers, il y a tout. Il y a un peu de tout. Il y a Xavier Juillot aussi, une grosse étape. Et à la fin, on s'est dit, bon, c'est quand même, on a rencontré tous ces gens et tout. En fait, il y a beaucoup de gens très intéressants qui se connaissent, enfin, qui font la même chose, mais qui se connaissent pas forcément. Aussi, c'est quand même dommage de rester là-dessus. Et donc, on va organiser un super ville. Donc, à la base, qu'on avait une grosse rencontre entre tous ces gens qu'on avait rencontrés, un peu une espèce de fête de famille ou fête de départ. Une grosse bringue. Je sais pas trop, une grosse bringue. Mais discussion aussi. Et au début, on s'était imaginé qu'on arriverait à créer un réseau avec tous ces acteurs, et qu'on pourrait connecter tout le monde ensemble, et
et être plus fort, un espèce d'ordre des contre-architectes. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée, que chacun avait ses pratiques, chacun préférait rester dans un réseau plus informel, et qu'on se connecte un peu en manière 2.0 avec Twitter ou Facebook ou des blogs communs, mais qu'on ne crée pas une entité de contre-pouvoir. Ouais. Voilà, mais c'était très sympa. On a beaucoup discuté de tout ça pendant 3 jours à la campagne. Bien sûr. Et il y a le Superville 2 normalement qui va se dérouler en juillet, organisé par Bellastock. Bellastock. On vous tiendra au courant. Non, c'est intéressant aussi cette notion de réseau parce que effectivement, dans cette forme de nouvelle pratique, c'est assez naturel de se fédérer en fait dans ce groupe pour échanger ensemble en fait sur ces nouvelles pratiques, et je pense que c'est un truc qui se fait, qui est assez naturel dans tous ces mouvements un peu naissants. Et effectivement, les conclusions étaient assez intéressantes. C'est qu'on ne voulait pas forcément se regrouper sous une fédération des pratiques nouvelles de l'aménagement et de l'architecture. Mais en fait, je pense qu'en réponse à l'époque des grandes théories, on a voulu plutôt dire on n'a pas de théorie commune, on a une action qui peut être collective sur un territoire très grand. Mais on ne veut pas imposer ou écrire une sorte de manifeste collectif sur qu'est-ce que c'est d'être un collectif d'aménageurs, d'architectes ou n'importe. C'est assez important. Déjà, rien qu'entre nous, on a essayé plein de fois d'écrire un manifeste, mais on n'y arrive pas. Du coup, on s'est dit à 30-40, c'est peine perdue, quoi. Mais bon, c'était bien d'essayer de l'écrire, ça donne plein d'idées, ça donne plein de réflexions. Ça, c'est le livre. Ouais, le fameux livre qu'on a mis quand même 3 ans à écrire, ouais. Plus. C'était un exercice aussi intéressant. On le montre ce soir, peut-être pour plusieurs raisons. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a fait ce projet et on trouvait ça important, en fait, de pouvoir partager cette expérience avec les gens qui n'ont pas vécu ça. Pour vraiment cette idée de simplement de partage de choses qu'on a vécues ensemble. Et ça ramène aussi à la notion en fait simplement de communication, vraiment de communication, parce que ces nouvelles approches aussi, elles doivent exister, et elles existent grâce à Internet, grâce à des publications, grâce à Facebook, à Twitter, à notre site Internet. À ce livre maintenant, qui réussit un peu mieux en fait à cristalliser un peu ce qu'on a essayé de faire pendant ce Tour de France et les conclusions qui en sont sorties. Mais il faut savoir en fait qu'une grande partie de notre exercice, de notre activité, c'est aussi de communiquer sur ce qu'on fait, de le partager avec les autres. Et c'est peut-être ce qui fait aussi que les collectifs maintenant, et ça date pas d'hier, mais ça a maintenant quelques dizaines d'années. C'est pas tout jeune. En fait, je pense qu'il y a une explosion aussi qui est due aux armes de communication qu'on a maintenant et qui sont Internet principalement. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit maintenant beaucoup plus de collectifs qui se montent et qui se sont montés à cette époque. Après, à la base, c'était pas une envie de communiquer. Enfin, si. En fait, à la base, notre com principal, c'était pendant le Tour de France, on s'est dit bon, on va faire un blog de voyage. Et donc finalement c'est devenu un blog de projet parce qu'on faisait des projets pendant le voyage. Il y avait aussi des récits de voyage. Et en gros on s'était dit bon, on décrit le plus possible ce qu'on fait, on met le plus d'images possible pour que ça soit reproductible, que tout le monde puisse comprendre ce qu'on fait, et que d'autres gens puissent faire comme nous, parce qu'on trouve ça bien. On trouve ça bien que de la manière dont ça a été pris, de la manière, les gens qui nous ont invités sur le projet, on trouve que c'est vachement intéressant ce qu'ils font. Donc on voulait partager ça au plus de gens possible. Et je pense que ça part de là, et après ça ouais. Il n'y a pas une envie de communiquer spécialement pour la. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est de manière générale. Ouais. On peut pas exister si on communique pas sur ce qu'on fait en fait. C'est assez simple. Ah là là. Et donc après le Tour de France, on savait petit à petit l'échéance se rapprochait, on savait qu'on allait revenir sur Strasbourg, on a fait une boucle et on savait pas trop, on n'avait jamais vraiment parlé.
Et donc c'est arrivé. Puis on a eu un projet, on avait répondu à un appel d'offres pour une étude à Châteldon en Auvergne sur habiter autrement les centres-bourgs. Et donc dans l'idée du Tour de France, on avait répondu par une résidence. Donc on leur avait dit on vient à 10 chez vous pendant 6 mois habiter le village. Et forcément ils ont été contents d'avoir 10 jeunes venir chez eux pendant 6 mois dans un village de 700 habitants. Donc on a gagné. Et donc on s'est retrouvés là-bas, ça tombe bien, on n'avait pas de maison. C'était complètement déraciné pendant l'année là, de Tours. Donc tout le monde est venu et on a fait 6 mois d'études là-bas. En plus c'était la période d'hiver, je crois que c'était un peu dur. Moi j'étais pas là. T'étais pas... T'avais esquivé toi. Non, c'était hyper intéressant, rencontrer les gens du village. Enfin, bref, on a vraiment appliqué ce qu'on avait fait de manière un peu informelle, bénévole, à l'arrache, à un cadre plus institutionnel avec un vrai appel d'offres, avec une vraie maîtrise d'ouvrage, avec le parc régional, naturel régional du Livradois-Forez qui encadrait le truc, en faisant du conseil archi avec le CAUE. Enfin, d'un coup, il y a tous les acteurs institutionnels qui... ça faisait sérieux, quoi, de rentrer dans la vraie vie. Ouais, mais c'est aussi peut-être que dans le milieu rural, c'est plus facile d'être en relation directe avec les hommes politiques et avec les gens qui siègent dans ces organisations, et qu'en fait ça devient peut-être plus facile et plus intéressant aussi de travailler sur le monde rural parce que il y a tous ces leviers politiques qui existent. Et en fait, quand même, quand nous on parle d'espace public, d'aménagement et tout ça, le monde rural, ça représente quand même une grosse partie du territoire de la France. Et c'est intéressant de voir que, comme à Châteldon en Auvergne, le maire, qui était quand même un personnage atypique et très moteur dans toute la région, nous a aussi permis de faire ce projet et de faire des choses intéressantes, grâce aussi à son personnage en fait. Ouais. Du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'était l'entrée un peu dans le monde professionnel de plein fouet, quoi, mais aussi de manière... On était en résidence, donc c'était un peu... On habitait là, quoi. Enfin, c'était une drôle d'étude, mais il y a eu de très belles phases. On a appliqué un peu ce qu'on faisait, on a fait des chantiers pour tester. En gros, ça faisait 10 ans qu'ils voulaient faire un marché, ils n'arrivaient pas à le faire. Donc nous, on leur a dit, bon, on le teste sur une journée. On a fait le chantier, ça a fonctionné, l'association de commerçants s'est créée. Je crois que maintenant, ils font des marchés tous les je sais pas combien, les 6 mois, machin. On fait quelques expériences. Toutes les saisons. Enfin, on a passé beaucoup de temps à faire de l'étude. On est replongé un peu dans ce qu'on savait faire de l'école. Donc on est replongé dans une étude du cadastre, du foncier, du machin hyper classique, quoi. Et en fait, donc ça, on a passé 2-3 mois à faire ça. Et après, on s'était dit, bon, après, on fera de l'expérimentation, des actions tests un peu fortes, comme ce qu'on a appris à faire. Et en fait, c'est ces actions-là qui ont marché le mieux. Et finalement, on s'est dit qu'on aurait dû commencer par ça pour foutre un coup de pied là-dedans. Et ensuite, peut-être raccrocher des études plus classiques, ou peut-être déléguer ça à d'autres gens qui sont plus compétents pour le faire. Enfin, voilà. Pendant le tour aussi, donc, on a construit beaucoup de choses pendant cette année-là, notamment la manière de travailler. Donc vous avez compris, on est une bande de potes, donc il n'y a pas vraiment de chef. On a créé dans les statuts un collège solidaire. Donc dans l'asso, il n'y a pas de président, il n'y a pas de trésorier, il y a un collège solidaire, une espèce de CA, en gros un groupe de personnes qui dirigent l'association et auquel on attribue des fonctions administratives obligatoires, comme secrétaire, représentant administratif. Et, en gros, ça tourne un petit peu, mais on est dirigeant de notre association. Donc, ce qui pose le problème, puisqu'on est salarié depuis Châteldon, là, depuis 2013, quand tu es dirigeant de ton association, tu n'as pas le droit, en théorie. Tu es censé avoir un bureau directoire qui est indépendant des salariés, pour que ce soit vraiment indépendant, quoi. Et donc, c'est possible de le faire, mais il faut être fiscalisé. Donc, en fait, on est comme une entreprise. On paye la TVA, on paye les charges sociales sur les salaires, machin. Mais on est une association. Voilà. Et oui, cette notion de travailler ensemble et de manière horizontale, ça va aussi un peu à l'encontre justement d'un système hiérarchique. Et il faut savoir que travailler de manière horizontale, ça représente beaucoup de discussions autour de comment on s'organise, comment on travaille ensemble, comment on dessine un projet. Ça veut dire qu'on dépense énormément de temps
à toutes ces questions de gestion interne du groupe, d'autogestion en fait. Et donc c'est très intéressant parce que il y a des jours où on a l'impression un peu de réinventer la roue parce qu'on fonctionne de manière autonome sur plein de sujets. On n'a pas appris à faire de comptabilité ou des choses comme ça, mais on est obligé de le faire. Mais surtout, oui, en fait, on a accepté surtout de passer beaucoup de temps à discuter sur comment travailler ensemble. Et je pense que ça représente beaucoup de temps pendant nos réunions, parce qu'on fait beaucoup de réunions. On s'est un peu calmé là-dessus, mais on en faisait beaucoup à l'époque. Et c'est une chose qui, pour nous, est immuable dans le collectif. C'est que toutes les décisions qu'on prend ensemble, à partir du moment si elles remettent en question travailler ensemble horizontalement, on ne peut pas du tout adopter cette mesure qui irait à l'encontre. Et pour nous, c'est vraiment important dans notre structure de fonctionner comme ça. Ce qui pose des problèmes sur, effectivement, la question assez simple, quand on est 10 architectes ensemble, comment on dessine, par exemple. Vous voyez ça sûrement sur les projets, quand vous êtes sur des projets collectifs. Mais c'est des exercices auxquels nous, on a affaire tous les jours. Et en fait, travailler ensemble revient aussi à ces notions de qui est détenteur de l'idée, du dessin. Et nous, on a fait une croix là-dessus complètement. Quand on dessine, il n'y a pas de patte, il n'y a pas un nom d'une personnage du groupe. Et, on se donne des médailles quand même pour se congratuler. Quand même, ouais. Mais on a accepté de dessiner, mais en perdant la paternité de ce dessin. Et je pense que c'est une notion assez importante, en fait. Assez simple, mais importante. Ouais, je pense que ça a posé pas mal de questions au début. Mais en fait, on se connaît beaucoup. Enfin, là, je crois que ça fait... Je connais peut-être trop. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, on se rend compte. Et c'est comme ça que ça marche aussi, on se fait confiance. On sait que... Enfin, déjà, on a appris à bosser ensemble pendant le Tour de France. On était vraiment les uns sur les autres, à définir ensemble qu'est-ce qu'on voulait faire, comment est-ce qu'on dessinait les choses, comment est-ce qu'on fonctionnait. Donc là, ça roule un peu. On a besoin de faire beaucoup moins de réunions qu'avant quand même pour que ça fonctionne. Parce qu'avant, on faisait tous les projets à 12. Donc forcément, c'était par étapes. Donc dès qu'il y avait une décision à prendre, il fallait qu'on soit tous les 12 là pour prendre une décision. C'était horrible. C'était horrible. Et là quand même, il faut qu'on gagne un peu d'argent. Donc et même, on n'a pas le temps de tout faire. Donc non, mais on est 2-3 par projet. Allez, 1 ou 2. Non, on a dit jamais 1. On est 2. On n'est jamais 1. 2 par projet, minimum. On fait des petites équipes, quoi. Alors après, ça tourne. Il y en a quand il y en a marre. Souvent, les clients, ils disent bon, mais si je parle à qui là, ça fait. J'ai vu toute l'équipe, c'est bon. Il y en a encore qui vont sortir des fourrés. Et non, voilà. Donc on est 2-3 par projet. On gère le truc. Et après, on sait que quand il y a une grosse décision sur le dessin ou sur l'organisation du projet. Ces deux-là convoquent toute l'équipe pour qu'on prenne une décision ensemble. Il y a les réunions du lundi où tous les lundis on se fait une réunion qui dure entre une demi-heure et 5 heures. Et on a instauré depuis pas longtemps la réunion canette, qui est dès qu'il y a un problème trop important, on l'évacue de la réunion du lundi et on la relègue à un soir avec des bières, ce qui permet de régler beaucoup de choses plus facilement. Voilà, donc non, il y a des grandes décisions qui sont prises tous ensemble et sinon l'équipe elle avance, tout le monde se fait confiance. La confiance, c'est vraiment ce qui soude l'équipe, quoi. S'il y en a un qui vient pas pendant 3 jours, on sait que c'est qu'il avait une bonne raison de pas venir, et on va pas lui dire t'étais où. De toute façon, on sait où il était, on sait tout. Et voilà, il y en a qui bossent plus que d'autres, mais c'est comme ça, ça marche. Tu peux pas en vouloir à ton frère, c'est comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de dire aussi que à la base, on est tous de la même école, donc c'est-à-dire qu'on a le même vocabulaire. Et moi, j'estime quand même qu'il nous a fallu quelques années pour pouvoir se faire confiance réellement. Et en fait, ça ramène à la notion que, en fait, pour collaborer réellement avec des gens, avec d'autres disciplines, je pense qu'il faut beaucoup de temps, en fait, pour pouvoir parler de vraie collaboration, au-delà de juste juxtaposer des idées pour répondre à un projet. Donc ça c'est moi qui l'avais fait, mais je sais plus. C'était pour clarifier le fonctionnement du collectif. Et c'est consultable en ligne ou pas? Ouais, non, je vous filerai une copie si jamais vous voulez. Non, mais c'était pour se rendre compte un peu de comment ça fonctionnait entre le collège solidaire au milieu, qui sommes nous, le collectif de vie aussi, parce qu'on a
on habitait ensemble pendant longtemps. Là, ça fait peu de temps que les gens habitent un peu chez eux parce qu'on s'est fixé à Marseille. Mais quand tu es itinérant, tu se pose même pas la question. C'est voilà, on loue cet appart, on dort tous dans le salon. Et puis... Moi, je vais avoir ma chambre personnelle d'ici quelques semaines. Ça fait quelques années que j'en avais pas eu. Je suis assez content, à 28 ans, d'enfin avoir ma chambre. Il y a toujours cette limite entre pro et professionnel et perso qui permet d'avancer tous ensemble et qui peut aussi être très lourd à vivre. Il faut trouver la bonne limite, quoi. Je sais qu'au début, pendant le tour à vélo, tu n'osais pas partir du groupe parce que tu savais que la caravane avançait sans toi. Donc tu reviens 2 semaines après, le projet ressemble plus à ce que tu avais fait. Il s'est passé des millions de trucs. Donc il faut aussi choisir de dire bon bah là je sais que je suis pas là, ça avance sans moi, tant mieux, c'est pas grave. Je prends sur moi, j'ai besoin de ce temps là pour vivre, pour reprendre du temps. Ceux qui font des charrettes jusqu'à minuit. Bon conseil, 3 heures, 5 heures. 5 heures, ouais. Bon. Ouais, non, nous on s'arrête à 6 heures. Hein. C'est pas vrai. Ça c'est notre logiciel de comptabilité en ligne. Génial. Zephyr, c'est mon petit jouet. Et non mais c'est aussi la gestion collective, c'est aussi de se faire les corvées tous ensemble. Ouais, t'as vu, ça fait des vagues. C'est quand les gens payent pas au début, puis après ils payent au milieu, et ensuite ils payent pas non. Et après on dépense. Donc chacun rentre ses factures. On s'est organisé un système de compta un peu facile parce qu'on sait pas faire. Et donc on rentre là-dedans, et ça nous fait tous les graphiques du monde et tout. Et à la fin il y a un comptable qui met des tampons et qui dit c'est bon, c'est validé. Donc ça marche à peu près. Là. Et qu'est-ce qui nous montre ce schéma alors, Julien ? Là c'est tu vois, chiffre d'affaires. Donc ça c'était pas une très bonne année, c'était la première année. Et non. En vert en bleu c'est les entrées d'argent et en rouge c'est les dépenses. D'accord. Donc on voit qu'en été on fait beaucoup de chantiers, on dépense beaucoup en été parce qu'on est dehors. Et qu'en hiver c'est plus creux. Donc c'est plus des temps de réflexion, de poster des trucs, de faire des comptes rendus de projets, d'écrire des livres, d'aller au ski, tout ça. Ah oui, bah voilà, là on parle de conception à plusieurs. Ça, je me rappelle même plus quel projet c'est ça. Donc SketchUp, hein, c'est facile. Nous on n'avait pas appris tous vos trucs là. On est déjà vieux. Donc on s'envoie des SketchUp. Ça fait des allers-retours, on triture dedans. Puis à la fin il se passe un machin. Puis en réunion ça se fait retoquer. Puis ça repart sur autre chose. Ouais, c'est un processus qui peut être très long et très, très douloureux pour ceux qui dessinent principalement. En fait, tout s'arrange sur le chantier. Quand tu arrives sur le chantier, c'est là où il y a les meilleures solutions qui arrivent et tout. C'est pour ça qu'on arrête de trop réfléchir, de trop concevoir. On prévoit des stocks de matos, on fait un croquis, puis ensuite on se démerde. Mais en ce moment, on est sur un exercice intéressant. Il y a le papa de Léo, un membre du collectif, qui nous a proposé de faire sa maison. Donc on rentre dans le cadre privé. Mais ce qu'on s'est posé comme question, c'est justement comment dessiner cette maison à plusieurs. Et donc en fait, on s'est interdit de travailler sur le projet tout seul dans son coin, mais on est obligé d'être tous les gens qui participent à ce projet sont obligés d'être ensemble en résidence, sur place, sur la même feuille pour dessiner la maison. C'est un truc qu'on vient de lancer. On espère que la maison va être construite un jour par nous-mêmes. Mais c'est un exercice très intéressant où j'expliquais avant cette notion de propriété d'idées, de propriété de dessin, de patte d'architecture et tout ça. Notre approche en tout cas du design et de l'architecture sur beaucoup de projets qui ont d'autres aspects sociaux, comment faire intervenir les gens. Moi, l'autocritique que je formule là-dessus, c'est que, en fait, effectivement, on met moins d'énergie sur la prouesse architecturale ou sur la qualité du dessin qu'on va avoir en tant qu'architecte. On préfère volontiers donner plus de place à la réappropriation de cet objet dessiné par nous ou collectivement aux futurs habitants. On utilise volontairement des matériaux qui peuvent être utilisés par tout le monde ou réemployés. Mais en fait, c'est assez important de le préciser parce que moi, j'ai l'impression qu'à l'école, on nous apprenait beaucoup à dessiner vraiment, et on parlait de qualité de dessin et ainsi de suite. Et je sais que dans le collectif, on est prêt parfois à passer moins de temps à dessiner simplement, à avoir un beau dessin, un bel objet, et on préfère le laisser appropriable. Ouais. On fait plus de perse, c'est fini. Non, mais aussi, on sait qu'on va le construire après, donc il faut que
tu dessines pas pareil, quoi. Il y a des choses que t'as pas besoin de dessiner parce que tu sais que c'est toi, tu sais comment ça va se faire. Ou il y a des choses que tu vas dessiner plus simplement parce que tu sais que c'est toi qui vas le faire après. Donc après, oui, on n'a pas trop de lignes directrices sur ce qu'on fait, sur ce qu'on fait pas. On nous propose souvent des projets et puis après on dit oui, non. Et après, il y a des choses qu'on aimerait bien développer, qu'on tente, qu'on a l'occasion. Ça, c'était notre branche design. Oui, en fait, c'est simplement aussi pour illustrer que, avant de théoriser ce qu'on fait, enfin, d'abord, on le fait, en fait, simplement. On applique ça souvent, et donc on est d'abord dans l'action, et après, on essaye éventuellement théoriser. Et donc, quand on aborde d'autres sujets que l'architecture, la maîtrise d'œuvre et tout ça, et l'aménagement, le design, par exemple, ou la question de l'éducation, ou des réseaux, ou des médias, en fait, plutôt que de passer 10 ans à discuter de qu'est-ce que c'est un média et comment on fait un média, on se dit on essaye de faire un média, on essaye de faire une chaise, un banc, et on va en faire peut-être 10, 20, on va avoir des projets autour de ça, et peut-être que dans 5 ans on sera capable de parler de design collectif, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, c'est aussi la force d'être dans une structure qui n'a pas de hiérarchie, qui n'a pas de ligne directrice dictée par quelqu'un. C'est qu'au jour le jour, on peut remettre en question ce qu'on a envie de faire. Hein. Et donc là, en ce moment, on a des envies de toucher au design parce que on estime qu'on peut peut-être proposer une idée du design un peu différente. La question de comment aussi on transmet ce qu'on a fait, ce que les autres ont fait avant nous, mais la question de l'éducation et de comment on transmet ce savoir, qui est encore tout petit pour nous, mais en fait, qu'on a envie de transmettre, qu'on a envie de transmettre, même s'il n'est pas forcément encore abouti, ou s'il ne le sera jamais sûrement, mais... Ça, c'est la seule fois où on a travaillé pour un architecte. C'est des potes à nous qui refaisaient leur appart à Nice et qui nous ont demandé de leur filer un coup de main, et puis finalement on a fait un peu plus comme d'habitude, et voilà, c'était assez intéressant. Donc nous on s'est occupé de toute la partie mezzanine, filet, garde-corps et escalier, étagère. Donc on devait venir une semaine, finalement on est venu 4 semaines, ça a pris un peu plus de temps que prévu, et c'était marrant. On a fait ça parce que c'est nos potes. Et il n'a pas été question de refaire tous les appartes de Nice ou de Marseille ou n'importe. On choisit, et on choisit avec qui on a envie de travailler aussi, en fait. C'est important. Donc ça, c'est en train de se lancer. Enfin, c'est déjà en ligne, mais c'est en train de se lancer un peu plus. Hyperville. Donc c'est un agrégateur de flux. Donc on a un petit comité de gens éditorial, gens qui voient du contenu passer sur Internet, et donc qui le relinkent là-dessus. Donc pour l'instant, il n'y a pas de contenu créé par nous, mais c'est juste une espèce de carnet de références en ligne. Voilà. Donc ça va peut-être donner lieu à à de l'édition, peut-être des plaquettes. Enfin, on ne sait pas encore trop quelle forme ça prend, mais ça a le mérite d'exister. Puis, Et ce qui est intéressant, autant sur Hyperville que sur le design, en fait, on travaille avec des copains à nous qui touchent volontiers plus dans ces domaines-là. Donc pour le design, on travaille avec Malo Mangin, qui est un ami de longue date qu'on a rencontré à Strasbourg, et qui s'est installé à Marseille lui aussi, avec qui on travaille. Et Hyperville, c'est des gens qui ont toujours tourné autour du collectif et qui ont des savoir-faire bien spécifiques dans l'édition et vraiment la création de contenu. Donc c'est un autre aspect, hein, c'est qu'avec le temps, en fait, on s'est aperçu que il fallait collaborer avec d'autres gens, sortir un peu de notre groupe, en fait, parce qu'on était beaucoup... En fait, t'as pas le choix quand tu fais des trucs dans la rue. T'as des gens qui viennent voir ce que tu fais, qui te posent des questions, et en fait, même pendant le Tour de France, il y avait des gens qui venaient s'agrafer, nous attraper, et puis nous suivre pendant une étape. Et en fait, là, après, c'est pareil sur les projets dans la vie. C'est des gens qui viennent et qui sont intéressés par ce que tu fais, et donc soit tu trouves une manière de les intégrer, de faire des choses avec toi, soit tu les repousses, mais nous on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux.
Des fois, ça fait rien, des fois, ça fait des trucs rigolos. Et c'est aussi avec le temps, dans le collectif, on est tous ensemble, mais on commence aussi à avoir un parcours un peu différent au sein de ce même collectif, donc des envies différentes. Il y en a qui ont envie clairement de faire plus de design, il y en a qui ont envie de s'attaquer à ces questions des médias et de comment traduire une action ou un mouvement collectif autour de ces nouvelles pratiques. Et en fait, le fait de permettre ça au sein de notre groupe, c'est une façon de dire on accepte de rester ensemble, peu importe ce qu'on a envie de faire personnellement au sein de ce groupe. C'est cette faculté-là de remettre en question les objectifs du groupe pour que tout le monde trouve sa place au sein de ce groupe. Ensuite, Marseille. Le soleil. Après toute cette itinérance, on s'est dit bon, ça serait quand même bien d'avoir une maison. Et on avait fait plein de votes avec des Google Docs assez rigolos, avec plein de critères qui n'avaient pas vraiment de sens. Il y avait même le beau temps qui rentrait en jeu. Donc en fait, on fait tout le temps plein de votes. C'était une décision qu'on n'arrivait pas à prendre, où est-ce qu'on veut s'installer. En fait, à un moment, il faut choisir, et quand tu sens que c'est le bon moment, le groupe prend une décision, fait un vote complètement arbitraire. Et on s'est dit c'est Marseille, et puis bon, là, tout le monde est content. C'est vrai que c'est pas mal. Et c'est vrai que la question de Marseille et de s'installer quelque part, c'était à la fois le fait que personnellement on avait envie d'avoir un endroit où poser nos sacs, simplement, et en même temps aussi par rapport à ce qu'on a vécu sur les projets précédents, justement de toucher un peu plus la question du long terme, parce qu'effectivement on a trouvé assez facile de débarquer dans une ville en s'appuyant sur des associations sur place, de faire un projet pendant 2 semaines et puis de partir, et voilà, en espérant que le tout prenne. Et donc à Marseille, l'exercice, c'était vraiment la question de comment on intervient à long terme sur une ville qui n'est pas la nôtre. Donc c'est marrant parce qu'on est un peu reparti à zéro, un peu comme quand on avait commencé le collectif pendant les études. C'est qu'on s'est remis à faire des projets de notre propre chef, enfin de ce qu'on avait envie de faire, et de tester des choses sur notre propre argent. Donc on est allé voir, en gros, il fallait qu'on crée un peu sans vouloir le faire, mais créer une commande, de voir, connecter un peu tous ces gens-là. Donc on a fait plein de rencontres avec plein d'assos, et un des besoins qui ressortait, c'était d'avoir un lieu pour se rencontrer, pour débattre, pour parler de la ville et parler de certaines de ces sujets. Et donc on a fait le Papomo, le Parlement populaire mobile. Et donc ça, c'est tout. On a acheté 3 planches de bois là, et on a mis des roulettes, et voilà, on l'a prêté à plusieurs assos. Donc ça, c'est l'Assemblée de la Plaine, c'est un espèce de collectif qui se monte complètement informel. Informel, pardon, qui se monte contre un projet d'aménagement de la Plaine qui va un peu trop vite selon eux. Et qui organise le carnaval aussi de la Plaine. Qui organise aussi le carnaval, donc c'est des bons contacts à avoir. Et donc ça fait partie de certains acteurs qui ont utilisé le Papomo. Et ensuite, par la suite, on a reçu une subvention d'expérimentation de je sais plus quel service de l'État là. Bref, 20 000 euros pour tester des choses sur Marseille. Et donc finalement, ça nous a permis de payer ça. Mais en fait, ça, on l'avait fait avant. Voilà, des fois, il faut tester, il faut y aller, et puis c'est de l'investissement, c'est en quelque sorte. Ouais. Quoi. Et avant, tu disais, on est revenu un peu à nos débuts. En fait, Marseille, c'est un territoire qui est très, très intéressant parce que très complexe, mais aussi c'est très difficile. Pas de faire des choses, parce qu'en fait, on peut faire plein de choses à Marseille, mais c'est difficile d'obtenir des financements pour faire des choses. Et des autorisations. Et donc, on s'est dit, plutôt que d'attendre 3 ans avant de se prétendre marseillais et que les élus enfin se décident à nous donner un peu d'argent pour faire des choses, on s'est dit, on va faire des choses de manière bénévole et en achetant nous-mêmes les matériaux. Et on a décidé en fait d'investir la place Louise Michel, qui est une place qui est occupée par beaucoup de Chibani, c'est ça ? Chibani, ouais. Chibani, qui sont des retraités algériens qui sont obligés de retourner sur le territoire français pour des histoires de retraite. Et donc, en fait, ils passent leur journée sur cette place. Et donc, nous, on est intervenu pendant une semaine avec Pierre Tandy, qui est graphiste, qui sort des Arts Déco Strasbourg. Et en fait, on a décidé assez simplement
de rajouter des bancs, de rajouter des assises En fait, sur ce projet. Il y a un projet qui est en cours d'aménagement sur cet espace depuis 15 ans et qui doit démarrer tous les 6 mois. Et donc, nous, on est allé voir la Soleam, donc l'agence Les aménageurs, les aménageurs de Marseille qui s'occupent de ça. Alors, disant, bon, vous voulez pas qu'on fasse quelque chose ensemble? Ils font, non, mais ça va commencer. Et donc, on s'est dit, bon, on s'en fout, on y va quand même. On y va en mode pirate. Et donc, on a installé le truc. Il y a quelqu'un de la mairie qui est passé, qui dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et qui a commencé à appeler tous ces contacts. En fait, nous, avant, on était allé voir un des gars de la mairie de quartier qui avait donné son accord de manière officieuse et qui ne pouvait pas le dire officiellement. Donc nous, on a bluffé, on a dit qu'on avait l'appui des politiques, donc ils se sont calmés. Ouais. On est à Marseille, je rappelle, on est à Marseille. Il y a eu un cafouillage là-dedans et c'est passé et ça a duré, ils l'ont enlevé... Il y a 3 mois. Il y a 3 mois, ils ont commencé les travaux. Donc ils ont tout enlevé au bulldozer. Et en fait, le projet qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre un grillage sur 2 mètres. En fait, il y a l'architecte des bâtiments de France qui voulait retrouver un alignement sur le plan napoléonien. Bien sûr. Et donc, qui fait un grillage qui encadre une zone d'environ, 80 mètres carrés, 100 mètres carrés. Pour ne faire on ne sait quoi. Qui sera vide le jour où ils auront de l'argent pour faire quelque chose, ils font quelque chose. Ils pensent mettre un mur d'escalade peut-être, mais ils savent pas. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est, par tous ces petits détails politiques propres à Marseille, en fait, on a fait ce projet sans autorisation. Et au final, la ville s'est dit quand même, c'est quand même un peu intéressant ce que vous faites. Tiens, on a peut-être d'autres espaces qui peuvent vous intéresser. Et donc, en fait, on a lancé quelques perches comme ça, un peu, des fois des coups dans l'eau, et des fois ça a un peu mieux pris. Donc ça, c'est juste à côté, c'est la place de la Halle Puget. D'ailleurs, c'est avec un G, pas un J. Et pareil, c'est une place dans le centre de Marseille, un peu délaissée parce que c'est un peu craignos, quoi. Ils ont fait une vieille opération où il n'y a personne. Tout le monde s'est un peu retourné de l'autre côté. Et donc la place avec la belle halle, elle est complètement abandonnée. Et on avait rencontré l'association Les Têtes de l'Art qui font des festivals d'art sur cette place-là depuis 5-6 ans. Et donc on leur a dit ça serait cool qu'on monte un projet ensemble, qu'on monte un dossier pour avoir des financements de la politique de la ville, donc du CUX, choper un peu de thunes et qu'on puisse faire quelque chose. Et ensuite on propose un projet d'aménagement à la ville. Et donc les Têtes de l'Art, ils sont donc Marseille depuis longtemps, ils disent non, il faut qu'on attende de faire les choses bien, il ne faut pas qu'on se braque avec la mairie, il faut qu'on ait les autorisations. Et nous on poussait pour faire quelque chose direct. Donc finalement on a réussi à débloquer un petit budget de 2 000 € pour... c'est tout ce qu'on a pu gratter pour faire 4 pauvres bancs autour des palmiers. Donc c'est autour des palmiers parce que c'est les espaces verts qui gèrent les palmiers. Et donc en faisant ça, on avait l'autorisation officieuse des espaces verts. Alors qu'en fait tout le reste est géré par les espaces d'entretien public, machin, et qui eux étaient contre faire quelque chose. Voilà, donc finalement on a fait ça. Et en fait il y a eu un assez bon retour. La maire du premier arrondissement a trouvé ça bien. Elle a dit qu'en fait ça avait débloqué dans sa tête des préjugés qu'elle avait sur le squat. Elle avait peur que les choses brûlent, que les gens squattent les bancs, qu'il y ait je sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe, des scénarios apocalyptiques en fait qui sont pas arrivés. Au contraire, il y a la fac justement, donc il y a tous les étudiants qui sont venus là, il y a les petits jeunes qui fument des bédos qui s'emmerdent là, qui sont venus là aussi. Ça a créé une espèce de petit lieu assez sympa. Et là bien sûr, ça a été fait avec très peu de thunes, donc ça commençait à être tout pourri. Et donc on a continué, on leur a dit bon, maintenant il faut peut-être passer à l'étape supérieure. On a des prototypes, maintenant on passe à de l'aménagement transitoire, pour pas appeler ça de l'aménagement pérenne, parce que dès qu'on parle d'aménagement pérenne, déjà nous on n'est même pas convaincus que ça soit pertinent de faire ça. Et en plus, on rentre dans d'autres logiques d'appel d'offres, d'autres montants, d'autres responsabilités. Donc on leur a proposé. On a beaucoup tchatché, on a fait des ateliers avec des fois pas intéressants avec des enfants, des fois hyper intéressants avec des élus et avec des services de la ville qui ne se parlent même pas. Donc juste de les mettre autour d'une table, c'était déjà un exploit. Donc ça, on arrive aussi parce qu'on est extérieur, donc on arrive un peu bêtement, naïvement. Ah bonjour, vous venez à la réunion, tu préviens pas qu'il y a l'autre, et les deux se rencontrent, c'est assez rigolo. Voilà, donc on leur a proposé un peu une série de modules. Donc on leur montre que c'est mobile, donc ils sont contents parce que quand ils veulent faire, si jamais il faut l'enlever, ils peuvent l'enlever. Si jamais
on a fait une perce. Si jamais ils veulent faire un marché, ils peuvent faire un marché. Donc voilà, ça va être en... C'est toi qui l'as faite, la perce? C'est moi qui ai fait 5 minutes. J'ai perdu. Hein. Et voilà, donc ça va être c'est pas encore dessiné, ça va être en pisé. Donc un chantier collectif. Ça sera un peu plus costaud que d'habitude. Voilà. Mais ce qui est intéressant, la notion que tu as évoquée d'espace transitoire ou espace pérenne ou espace temporaire, nous, notre levier principal qui nous permet de faire du projet, c'est de dire quand on intervient, c'est de façon temporaire. Et d'ailleurs, on y croit parce que on essaye de pas avoir forcément... on n'a pas cette idée de la ville qui serait immuable, qui ne bougerait pas, qui serait figée. On préfère justement proposer des aménagements qui laissent les possibles ouverts et qui permettent dans le futur d'enlever les choses s'il le faut, donc la réversibilité de l'installation ou simplement de pouvoir complémenter les choses. Mais c'est une notion qui nous est très importante parce que non seulement elle nous permet de faire du projet dans beaucoup de situations et en plus on estime qu'elle est très importante dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle traduit, hein. C'est que la ville elle bouge et qu'il faut l'accompagner mais qu'il ne faut pas la bloquer sur une place, il ne faut pas bloquer les usages sur 50 ans, un siècle, 3 siècles. Amen. Mais en plus ça nous laisse le temps d'attraper tous les gens qui... Là cette place elle était morte, donc là d'avoir le temps de faire quelque chose par petites touches et en faisant des événements autour, en faisant des chantiers ouverts, enfin ce qu'on aime bien faire, ça nous laisse le temps de choper tous ces habitants. Il y a l'association locale pour l'énergie qui est juste dans les bureaux à côté, qui en fait avec les prototypes qu'on avait fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient peut-être lancer un jardin partagé sur la place. Donc ils sont en train de s'organiser, on participe aux réunions pour voir où ça les emmène. On va peut-être leur faire des bacs, il y a une partie jardin en bas pour la prochaine étape. Enfin, ça laisse le temps aussi d'organiser des choses, de soutenir des initiatives qui ne sont pas encore là, qui pourraient se créer. Et si tu fais un gros aménagement comme ils ont fait en fait, il y a 10 ans sur la place, de manière brutale comme ça, c'est propre, mais ça crée pas grand-chose. Les services, ils sont même pas au courant, donc eux non plus, ils sont pas engagés dans le process, donc ils entretiennent pas la place, donc elle est déjà foutue en fait. C'est de la grosse pierre travertin, ça a dû coûter hyper cher, mais c'est déjà tout cabossé. Et on parle souvent de préfiguration dans ce que tu dis. En fait, on arrive un peu sur un territoire qu'on ne connaît pas forcément. On pose quelque part, on pose quelque chose qui est parfois un peu arbitraire, mais c'est une façon aussi de faire réagir les gens et de justement, la première étape du projet, la première phase, ça a été d'essayer quelque chose de manière assez arbitraire et de voir comment les gens s'en emparaient et comment qu'est-ce qu'on pouvait faire à partir de ça en fait. Et donc ça, on y croit assez fortement, cette notion d'arriver de façon assez objective sur un territoire, de proposer peut-être quelque chose même de subjectif, c'est pas un problème. Si tu sais que derrière, tu peux tout enlever, tu peux tout plier, tu peux tout remballer. Mais surtout, ça te permet c'est un support de discussion avec les habitants, avec les élus. Il y a une espèce de concrétisation de quelque chose, un espace physique qui permet de discuter simplement de la ville ensemble et de proposer ensuite des choses peut-être plus adaptées à un espace. Je crois qu'il faut qu'on aille un peu vite maintenant, mais on en a encore 2 projets. Bigre. Donc ça c'est marrant parce que c'est un peu le contre-exemple. Enfin, c'est un peu ce qui est à la mode là, d'avoir un volet participatif sur les projets. Donc les gens savent pas trop foot, ils savent pas trop ce que ça veut dire. Souvent c'est un peu une verrue au projet. Donc là on arrive par le biais hyper institutionnel d'un appel d'offres avec des paysagistes, un architecte, un cabinet de participation qui faisait des réunions de concertation, pardon. Et un bureau d'études. Et tout ça dirigé par un bailleur promoteur à Aquitanis, à côté de Bordeaux. Et donc, qui nous demande de venir. On avait un peu besoin de thunes, donc on a répondu. Et C'était juste après la municipale. On a essayé de tourner un peu la chose à notre faveur en sachant qu'il n'y avait pas de relais local sur lequel s'appuyer. Il n'y avait pas vraiment c'est une grosse ZAC de 600 logements, donc il n'y avait pas vraiment d'enjeu de capacitation ou d'empowerment, tout ça. Ouais, en fait, c'est assez étrange parce que nous, quand on intervient sur ces choses-là, dans les lignes, on apparaît comme animateur. On nous colle cette étiquette et je pense qu'il traduit assez bien pourquoi on nous fait venir
et qu'est-ce qu'on est à leurs yeux en fait. Et donc on est des animateurs, on est là pour animer, on ne sait pas trop quoi et pourquoi, mais c'est quand même des cadres qui sont intéressants parce qu'en fait c'est le processus de la ZAC, enfin de la ZAC en elle-même. Il y a beaucoup d'endroits sur le territoire français qui sont gérés comme ça. Nous, on croit vraiment qu'on a une place là-dedans à jouer. Et voilà, c'est ça, on croit vraiment qu'on a quelque chose à faire là-dedans. Après, c'est compliqué de se faire une place. Mais c'est-à-dire qu'on rentre dans un monde qui est plus classique, qui est plus traditionnel, qui est le monde de l'aménagement comme on l'entend, et qui essaye de trouver d'autres choses. Et donc, on appelle des animateurs comme nous pour intervenir. Donc là, on a un peu recentré le sujet sur le recyclage de matériaux. Donc, en fait, ils vont détruire plein de bâtiments pour en construire de nouveaux. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, parce qu'à Biganos, c'est une espèce de village un peu... Enfin, il n'y a pas de grande qualité architecturale dans le tissu. Mais bon, de se dire, on détruit des choses et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut construire des nouvelles avec ça? Et est-ce que ça peut participer à créer un peu une vie de village dans ce bled un peu dortoir de la côte ouest? Donc, après, c'est une longue démarche. Donc, on a fait une première étape qui, en fait, est une maison des chantiers. Donc ça, c'est une ligne qui existe dans tous les chantiers d'aménagement, d'avoir une maison des projets, qui soit là pour afficher le projet et puis ensuite vendre les appartements avec le petit bureau Nexity. Et donc nous, on s'est dit, on fait une maison des chantiers qui sert aussi d'étagère de stock de matériaux. Il y a les services techniques juste à côté qui sont là pour nous appuyer logistiquement. Et on essaie dès ce chantier-là, de créer un espèce de réseau de matériaux dans la ville. Donc il y a Smurfit, c'est la grosse usine de plaquettes de bois pour faire du carton craft qui sont là, qui nous ont filé leur copeaux. Ils ont démonté une grange, donc on a récupéré les portes on a récupéré les portes coulissantes et le bardage bois pour faire le bardage. Il y a toutes les poutres métalliques qui ont été récupérées d'un hangar d'à côté qui avait été détruit aussi. Et en gros, cette halle va se métamorphoser au fil du projet et va se reconstruire sur elle-même pour redevenir un équipement du quartier, normalement. Elle sera au milieu d'un parc. Ouais, avec Cratère qui devrait intervenir aussi pour continuer ce chantier. Cratère, Amaco, ceux qui font de la terre et du pisé, ils installent leur bureau là-dedans aussi. Ils vont développer toute une démarche sur le matériau de terre, voir comment l'utiliser dans les nouvelles constructions de la ZAC. Sur 10 ans, je sais plus. 10 ans, 10 ans. Mais on a montré ce projet parce que effectivement, je pense qu'au sein de notre groupe, du collectif, on a beaucoup de discussions aussi autour de ces thèmes-là. Et c'est assez périlleux en fait comme projet. On ne sait pas trop quelles sont les conséquences et est-ce que le fait d'être. On avait de l'argent pour faire de l'étude, des honoraires d'études. Ouais. Donc normalement, des honoraires d'études, tu fais un dossier d'une dizaine de pages et que tu rends à la maîtrise d'ouvrage. Et là, on leur a dit, en fait, on va vous faire une cabane de chantier. Donc ça leur a posé plein de questions aussi. Qu'est-ce qui est responsable? Comment est-ce qu'on construit ça? Enfin, et c'est ce que tu dis. On a un peu détourné ce pourquoi ils attendaient qu'on soit là. D'ailleurs, c'était pas vraiment un chantier participatif, si on peut dire ça. C'était ouvert à tout le monde, mais vu qu'il y avait personne, on était tranquille entre nous. Ce qui est bien aussi, des fois, on a fait du ping-pong et tout, c'était cool. Mais bon, on se dit, c'est un projet sur 10 ans, donc... oui, on se demande la place qu'on a là-dedans. Il y a un parking et des services techniques, mais peut-être qu'un jour... On se demande la place qu'on a là-dedans, mais on trouve ça quand même intéressant d'y mettre les pieds pour voir comment ça se passe et de voir comment aussi on peut influer là-dessus. Et comme tu l'as précisé au début aussi, effectivement, il y a notre contexte économique qui parfois joue sur des projets qu'on accepte à un moment donné, ils nous tombent dessus 2 ans après, on doit les faire et puis on n'est pas sûr de vouloir les faire, mais on les fait quand même. Mais c'est une façon de dire que effectivement, qui dit structure, qui paye des salaires, dit économique de structure, et qui dit il faut faire les choix parfois entre. Nous, on a beaucoup de chance là-dessus, mais il y a des projets intéressants, il y a des projets qui sont intéressants mais où il n'y a pas d'argent, il y a des projets qui sont pas du tout intéressants mais où il y a plein d'argent, et on a le luxe, je pense, dans la plupart des cas de décider quel projet on fait et sans forcément sauter sur un projet juste parce qu'il y a de l'argent, et ça motive pas le groupe de faire des choses. En tout cas, quand ils sont pas intéressants, on essaie de les rendre intéressants quand même. Oui. On essaye toujours quand on nous pose une question de se dire
s'il y a la question, il y a forcément une bonne réponse, mais on n'y arrive pas toujours. Alors des fois on arrête. Et il y a la question de qui paye aussi. Et on se renseigne toujours sur d'où vient l'argent. Des fois. Ouais, les derniers projets. Donc cet été, toute l'année dernière à Ungersheim, à l'écomusée. Donc on nous a appelé, vous connaissez l'écomusée sûrement, un parc d'attractions musée. Enfin c'est comme ça qu'on le voyait. Et on nous a appelé pour venir faire un premier chantier dans le renouveau de ce musée. Donc c'était porté par un ancien prof à nous, Bruno Steiner. Toute l'étude du futur de l'écomusée. Donc au début, on a trouvé ça un peu bizarre d'intervenir là dans ce contexte. Puis finalement, en allant rencontrer les gens sur place, on a trouvé beaucoup de points communs entre eux et nous. C'est une espèce de communauté de gros utopistes qui, dans les années 70, ont décidé d'aller retaper. Alors que tout le monde détruisait les maisons alsaciennes, ils ont décidé d'aller les retaper dans les villages et de montrer qu'on pouvait vivre dedans. Donc ils n'ont pas réussi à montrer ça, donc ils sont pas démontés. Par contre, ils ont reconstruit les maisons j'ai pas fait exprès, dans le village, et ils ont créé cette espèce de musée en faisant des travaux gigantesques à 10 pélos, reconstruire des maisons, faire un canal sur 2 km, faire des rails de train, faire vivre un peu la culture alsacienne. Donc on est arrivé avec cette. Ils ont eu plein de problèmes depuis, mais oui. Il reste encore quelques gros rêveurs dans le tas. Et on a trouvé beaucoup de points communs sur même la manière de s'organiser, un peu non organisée, mais que ça marche quand même. Et voilà, donc on nous a demandé de réfléchir sur le futur de l'écomusée avec Bruno, et aussi de faire une première étape de ce futur-là, de connecter deux endroits de l'écomusée avec une passerelle habitée, entre guillemets. Et par coïncidence, il y avait des anciens étudiants de chez vous, Format Rêve, qui faisaient leur diplôme sur l'écomusée. Donc on a essayé, eux ils sont venus vers nous directement et on a eu un bon dialogue. Et donc on a organisé un festival, un gros chantier en juillet dernier. En juillet, ouais. Et on a construit ça. Et donc il y en a certains là qui sont là, tous ensemble. Voilà, vas-y. Voilà, après on va pas parler dans le détail, mais il y a des belles images. Ça, c'est une belle image, par exemple. Ils nous prenaient pour des fous aussi quand on leur a montré les grosses poutres là, qui devaient passer. Mais en tout cas, c'est un cadre qui est très intéressant parce que, en fait, c'est une communauté qui a été très active à partir des années 70, qui s'est épuisée au fur et à mesure. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de retraités maintenant qui sont là-bas et qui sont les personnes qui sont actifs en fait au sein de cette communauté. Et il y a un gros problème de relève. Et en fait, ils voient Format Rêve et ils voient notre collectif comme une nouvelle génération qui viendrait continuer en fait cet écomusée. Donc on est allé les voir en fait hier pour discuter avec eux de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour la suite. Et donc nous, par exemple, ce qui nous intéresserait, c'est d'apprendre avec eux justement les techniques traditionnelles des maisons alsaciennes. Et donc ils nous ont dit, vous allez reconstruire une maison alsacienne. On a dit oui. On sait pas faire. On est dans la merde. Mais en tout cas, c'est assez intéressant comme endroit parce que je sais pas si tout le monde y est déjà allé, mais en fait, ils sont vraiment en demande d'une forme de relève et ils cherchent autour d'eux à se greffer à des initiatives ou à des groupes comme les nôtres pour essayer Ils prennent des stagiaires, de ramener des gens dans ce projet. Bon, voilà. C'est bon ? Ouais. Maintenant, si vous avez des questions, nous on a fini à peu près. Merci. Le microphone. S'il y a des questions, il faut le microphone. T'es encore là. Ouais. Alice, elle me dit pas.
Merci. Vous maîtrisez très bien le langage et la sémantique, beaucoup de jeux de mots, c'est assez pataphysique. Et alors, pourquoi il n'y a pas de point à etc. Parce que je pense que vous le savez, qu'il y a un point. Est-ce qu'il y a une réponse? Oui. C'est une virgule. En fait, oui, effectivement, il y a une virgule à la place du point. Alors, on la voit. C'est quand on a décidé de constituer le collectif, on a essayé de trouver un nom. Finalement, on s'est mis d'accord sur etc. On ne sait plus trop pourquoi. Mais en tout cas, l'idée, et peut-être que on l'a pensé après coup, mais le fait de mettre la virgule, c'était une idée de encore renforcer cette idée de etc. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite à ce qu'on propose. Mais alors, je vous dis ça, c'est pas très, ça veut pas dire grand-chose. Hein. C'est ce qu'on s'est dit après coup. Non, mais c'est bien, j'ai toujours trouvé idiot qu'il y ait un point, etc., puisque ça arrête le truc. Donc, ok. Très bonne question, merci. Vous avez bossé avec Encore Heureux à Paris, non? Pour l'expo Matière Grise. Et du coup, je me demandais dans quelle mesure ce genre de collectif, ça peut devenir un truc stable. Enfin là, apparemment, vous êtes 8 à vous payer. Donc c'est vrai que quand on voit ce genre de processus démarrer, on se demande toujours à quel moment ça devient viable en termes économiques. Oui, et alors, je me demande comment s'est fait la transition pour ETC du coup. En fait, pour parler concrètement, on est 8 salariés en ce moment avec 3 services civiques. Les 8 salariés de l'association touchent 900 € par mois, plus le RSA activité. Donc ça, c'est juste pour avoir un ordre d'idée de ce qu'on gagne. Et ensuite, effectivement, en fait, nous, on est 8, donc c'est compliqué aussi d'être 8 dans une structure et de se payer des salaires au-dessus du seuil de pauvreté en restant dans un champ qui est de l'ordre de l'expérimental. Et Encore Heureux a plus un fonctionnement de type agence où ils sont 2 associés et ensuite ils ont des gens qui travaillent avec eux. En fait, pour être rentable, il faudrait qu'on soit 3. Il faudrait qu'on vire des potes, ça se fait pas, quoi. Okay. Non, mais enfin, on a toute une réflexion aussi qui vient du Tour de France pas juste sur le métier, mais aussi sur notre mode de vie. Et en fait, sur combien on a besoin d'avoir pour vivre comme on a envie de vivre. Et en fait, pendant le Tour de France, on avait toute une partie, même la bouffe et le logement payés par le collectif. Du coup, ça faisait 900 € d'argent de poche, donc c'était royal. Là, on bascule sur un changement un peu de fonctionnement, donc il faut aussi le temps qu'on s'adapte. Mais ça nous permet d'avoir une souplesse qu'ont peut-être pas d'autres structures. Quand on dit qu'on est 8, les gens ils nous regardent un peu les yeux ébahis. Ça fait, une vraie boîte qui a 8 salariés, ils sont à 1 million € de chiffre d'affaires ou je sais pas combien, mais on n'y est pas du tout. Mais du coup, ça nous permet de bosser quand on a envie de bosser, de refuser des projets, d'avoir moins de pression sur les épaules que d'autres trucs. Et franchement, ça va. Et en fait, on pense que le jour où on aura des besoins plus élevés, peut-être que tu seras papa un jour, Julien, tu sais pas. Mais en tout cas, on a aussi cette chance effectivement, de faire évoluer la structure le jour où on en a besoin. Pour l'instant, en fait, on a préféré parler de mutualisation de moyens, de compensation qui sont autres que financières. On nous parlait de cette liberté de prendre un mois pour faire autre chose, de cette liberté de venir au travail et de revoir les copains et puis d'avoir un rapport très naturel dans un truc qu'on considère même plus comme un travail. Et ça renvoie aussi à la notion qu'on a choisi en quelque sorte un mode de vie en fait. Et je pense que c'est assez important de cette notion de mode de vie un peu différent. On est riche dans nos cœurs. En fait, ouais, je me demandais aussi, genre dans quelle mesure, à quel point il y a de la place pour ce genre de collectif ou de fonctionnement en termes de demande, quoi. Parce que l'offre, vous la créez, vous la faites, mais la demande, elle est de la part des collectivités ou de certains maîtres d'ouvrage. En fait, je me demande à quel point elle est. Enfin, je pense qu'elle est plus grande que ce qu'on imagine pour ce genre de projet, justement participatif avec un peu des méthodes de projet différentes. Mais enfin, je sais pas, vous, à travers votre Tour de France et tout, est-ce que vous avez senti qu'il y aurait besoin d'encore plus de monde dans ce genre de processus, ou alors qu'il fallait aller se confronter justement aux maires et aux collectivités locales pour fabriquer cette demande, quoi. Mais, on parlait tout à l'heure avec Barbara de la concurrence, parce que
on est un peu, enfin, ça nous semble un peu bizarre, tu vois, de faire de. Il y a eu un appel d'offres, là, on était en concurrence avec tous nos homologues, là, et on s'est dit, bon, bah, ça n'a pas de sens. En fait, c'est dans la direction dans laquelle on va, de faire Superville, de faire des collaborations avec des gens et tout, c'est de dire, bon, bah, ce qu'on fait, on trouve que c'est juste et qu'il faudrait qu'il y en ait plus. Et donc, il faut qu'on va quand même pas se tirer dans les pattes entre nous, et il faut qu'on se mette ensemble et qu'on aille voir les commanditaires et qu'on leur dise, bon, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Et après, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais pas. Moi, ce que je peux rajouter aussi, c'est que effectivement, c'est pas forcément une pratique qui est acceptée par tout le monde, ou qui, en tout cas, que tout le monde veut éprouver. Mais il y a une autre chose qui est assez importante, c'est que avant on parlait d'éducation. En fait, c'est quand même très récent le fait qu'il y ait des conférences dans des écoles d'archi qui traitent de cette pratique un peu différente. Et à partir du moment où ce ne sera pas enseigné en école d'architecture comme un domaine comme les autres, je ne sais pas si ça doit être amené à l'être, mais en tout cas, ça restera un truc qui sera alternatif et qui ne sera pas forcément considéré comme quelque chose de professionnel ou qui doit faire partie du champ direct de l'aménagement. Et donc ça, c'est un point qui est quand même assez important. Et je trouve ça bien que, par exemple, on puisse parler de ce qu'on fait dans une école d'archi. C'est bien. Après, il y a une demande des collectivités pour ce genre de choses, mais qui est souvent un peu biaisée. Enfin, les gens ont une vision aussi de ça qui n'est pas ce que nous, on imagine refléter. Et en même temps, qui n'est sûrement pas ce qu'on est vraiment. Enfin, il y a des 3 types de visions qui s'entrechoquent. Et donc, pour ça, quand tu reçois une commande, on se dit souvent, putain, c'est de la merde. Soit on dit non, parce que c'est pas la place qu'on va avoir, soit on essaie c'est une maîtrise d'ouvrage qui est avenante et qui a envie de faire les choses bien, on prend le temps de revoir avec eux la commande. Parce qu'il y a très très peu de commandes qui tombent pile poil pour ce qu'on voulait faire, ou si elles arrivent, c'est qu'en fait on les a créées avec eux et ensuite ça nous revient. Mais je pense qu'il faut du temps. En plus, on est dans une forme d'entre-deux parce que on fait à la fois de la conception et en même temps on désire construire ce qu'on veut faire. Et effectivement, dans un système qui est quand même assez rigide dans l'aménagement en France, c'est compliqué simplement d'écrire de façon sur des lignes budgétaires, d'écrire comment on fait. Mais c'est des exercices qui commencent à venir. C'est des projets comme Bigre, par exemple, là, le projet à Bigano, ce qu'on vous a montré, ça commence à rentrer dans cette dynamique-là. Et effectivement, nous, on trouve ça à la fois périlleux parce que on a l'impression de parfois oublier des idéaux qu'on a avec nous, et en même temps, ça nous semble hyper important de s'engager dans des projets comme ça, parce que sinon, on n'existera jamais dans le monde des aménageurs. Heureusement, on n'a pas encore eu la chance de travailler avec un promoteur immobilier. On espère que ça ne sera jamais le cas. Mais ils sont vachement bien. Hein. Bah, d'abord, bravo. Enfin, c'est assez impressionnant et c'est revigorant de voir une énergie qui sort des projets. Alors, j'ai une question. C'est peut-être un peu nébuleux. C'est plus une remarque-question. Dans votre discours, vous avez vraiment une distance face à la profession d'architecte et pourtant vous avez quand même le diplôme, les études, la culture, la communication. Alors quand on vous demande quel est votre métier, vous répondez quoi? Vous répondez architecte, alter architecte, un architecte, ou bien et comment, par votre démarche, vous pensez, je sais pas. On joue avec nos différentes casquettes. Ça dépend qui pose la question. Non, en fait, c'est facile de se présenter en tant qu'architecte parce que les gens comprennent. En tout cas, ils savent avoir une image de. Quand tu leur dis architecte, ils voient ce que ça veut dire. Mais effectivement, dans les faits, nous, dans le collectif, il y a des gens qui veulent qu'on dise qu'on est architecte et qu'on parle d'architecture. Effectivement, si on nous mettait dans une agence maintenant, je pense qu'on serait un peu déboussolé parce qu'on a perdu pas mal de choses. Mais par contre, on estime parler d'architecture, mais d'une façon alternative. Et effectivement, on préfère quand même utiliser cette casquette d'architecte parce que ça nous donne des portes d'entrée assez faciles dans des mondes où on est considéré, voilà, on est architecte, ok, j'ai compris ce que vous faites. Après, on leur explique un peu plus ce qu'on fait dans le détail, ils disent, ah mais oui, mais
Ah, vous faites pas des maisons alors, c'est ça. Après, il y a tout le cliché de l'architecte. Quand tu poses un dossier pour un bail, par exemple, pour ton logement, il vaut mieux dire que tu es architecte. Oui. Mais après, dans les faits, effectivement, il y en a qui nous disent mais vous ferez mieux d'être intermittent du spectacle, artiste, performeur. Enfin, on peut nous coller plein de noms. Mais nous, c'est pour ça qu'on parle aussi de professionnalisation, qu'on essaye de trouver un fonctionnement économique à ce qu'on fait. C'est qu'on a envie de parler d'une pratique professionnelle et pas simplement d'un mouvement artistique ou autre, en fait. Donc, on préfère dire qu'on est architecte. Et effectivement, on a fait 5 ans d'études là-dedans, et c'est un peu ce qu'on maîtrise, donc ça serait aussi peut-être un peu trop prétentieux de dire qu'on est autre chose. Je crois qu'on n'est pas vraiment architecte non plus. Hein. Non, on n'est pas inscrit à l'ordre. On a du mal à se définir, je sais pas trop, des fois. Moi, quand je vois que c'est mes parents qui me demandent ce que je fais, je n'arrive pas trop à répondre. Par exemple. Des fois, je dis urbaniste, bricoleur, je dis architecte, mais je fais de la menuiserie aussi, ou je sais pas. Enfin, mais je pense pas que ça soit gênant. C'est pas très grave. Et on se met pas contre l'architecture, contre les architectes. Hein. Moi, je pense qu'on développe quelque chose qui est complémentaire, qui soulève d'autres questions que la manière classique de faire. Mais on n'est pas du tout contre le métier de l'architecture. On bosse souvent avec les urbanistes. Enfin, on est vraiment une espèce d'électron comme ça, un peu troublion pour l'instant, mais peut-être qu'un jour sera accepté de faire ressortir des questions de sol et sociales habitantes dans des projets. Et que de faire émerger... Enfin, la maîtrise d'usage, c'est déjà assez très très répandu maintenant comme question. Mais de faire ressortir ces choses-là et de les faire participer d'une manière concrète au projet, et pas juste en faisant des réunions d'information, ça c'est quelque chose qui est pour l'instant assez dur à définir. Il n'y a pas de nom. C'est pas clair, hein. C'est normal, hein. C'est ton schéma patate. C'est mon schéma qui revient dans ma tête. Allez. On peut parler de manière information. Il est encore ouvert le bar ? Ouais. Et puis, de toute façon, on peut parler plus simplement dans le bar de l'école. Je pense qu'il est encore ouvert. Ce sera sûrement plus agréable. Et merci.